Merci Simon, merci pour ces bonnes paroles. Je tiens à saluer quelques-unes des 500, je ne nommerai pas tous un par un, je m'en excuse, mais évidemment Michel Sabia, qui nous a mis, le gouvernement du Québec, dans une situation intenable. Il a été tellement bon à la direction de la Caisse de dépôt que pour donner aux marchés financiers locaux et internationaux le signal de la compétence, nous n'avions d'autre choix que de le renouveler pour encore 5 ans. Alors, bravo! Michel Leblanc, l'infatigable et intarissable président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Robert Proulx, recteur de l'Université du Québec à Montréal, mon alma mater. J'ai fait une petite infidélité avec le Cérium pendant 8 ans, mais vous ne m'en tenez pas rigueur, je l'espère. Pierre Lemonde, PDG de cette extraordinaire institution qui est le CORIM, membre de la table d'honneur, mais surtout, vous tous qui êtes ici, qui êtes des artisans de l'empreinte internationale du Québec. Et je dois vous dire que dans le passé, j'ai souvent été assez, on disait jovialiste. On le dit encore d'ailleurs, dans le Journal de Montréal hier, on m'a traité de jovialiste. Mais je préfère ça que pessimiste, parce que vous savez ce qui s'est passé à la première réunion de l'organisation du Club des pessimistes. Les gens ont dit « ça ne marchera pas », ça fait qu'il n'y en a pas eu. Alors, et donc, j'étais très attentif à l'existence de l'empreinte internationale du Québec, et je dois vous dire que j'étais en deçà de la réalité. Parce que maintenant que je parle à des gouverneurs d'États indiens et l'adjoint au maire de Shanghai, en Allemagne, au premier ministre de Saxe et de Bavière, je me rends compte que le Québec a une empreinte internationale qui, de loin, dépasse son existence démographique et économique. Et ça, c'est parce que les gens qui sont dans cette salle et des milliers d'autres, entrepreneurs économiques, sociaux, culturels, entrepreneurs du savoir, du rire et d'autres choses, font en sorte de faire rayonner le Québec dans le monde entier. Alors, je vous salue tous. À l'université, lorsque quelqu'un décide de prendre la parole sur un sujet, on se dit entre nous ou avec lui, d'où parle-t-il? D'où parle-t-il? Qu'est-ce qui lui donne le droit de parler avec crédibilité, sinon avec autorité, du sujet qu'il aborde? Dans la rue, on dit « c'est qui ça, Lisée, pour venir nous parler de commerce extérieur? » Les Américains ou les Canadiens appellent ça le standing. « Do you have standing? » Alors, vous êtes très nombreux à vous être posé la question, puisque vous êtes ici aujourd'hui, et j'ai pensé que ce serait normal de d'abord répondre à cette question. Alors, Lisée, c'est un fils de commerçant. Jean-Claude Lisée, mon père, était un vendeur né. Il a vendu d'abord de la viande parce que son père avait une petite épicerie, magasin général, dans un petit village du Haut-Saint-François. Il a vendu du ciment, des voitures, a ouvert des épiceries, est devenu au début des années 60 l'épicier indépendant de l'année dans tout le Canada. J'ai encore la couverture de l'épicier indépendant, ceux qui veulent le vérifier. Il a d'ailleurs, comme épicier, inventé un slogan que ni Sidley ni Cossette n'auraient pu imaginer. « Lisez, vend moins cher ». Jamais répété depuis. Alors, j'ai grandi dans ses épiceries, dans son hôtel, dans ses restaurants, dans sa brasserie, dans son entreprise de vente de maisons mobiles, dans son activité immobilière. J'ai ensuite fait un grand détour par le journalisme, la politique et l'université. Mais nos racines nous rattrapent toujours. Je suis de retour dans le commerce. Mon père est avec nous ici aujourd'hui. Il est là et il est là. Et d'habitude, on dédie un livre ou un film à un être cher, alors j'innove et je dédie ce discours sur le commerce extérieur à Jean-Claude Lisée, mon père.
La relance de nos exportations, c'est toute une tâche. Simon Prévost l'a dit, nous sommes déficitaires. Ce n'est pas une fatalité. Naguère, nous étions très largement bénéficiaires dans notre balance du commerce extérieur. Mais pour retrouver ce que Bernard Landry appellerait les vertes vallées de l'excédent commercial, il faut un effort concerté, original et inédit. Il faut un arrimage plus fin entre notre offre et les occasions d'affaires mondiales. Il faut une meilleure préparation et promotion de notre offre. C'est ce que nous avons tenté de faire avec notre plan de développement du commerce extérieur que je suis fier de vous présenter aujourd'hui. Un plan qui, à partir d'un investissement de 82 millions de dollars, va permettre aux entreprises accompagnées sur les marchés hors Québec de générer des ventes fermes totalisant plus de 940 millions et de créer 6 000 emplois d'ici 2017. Bon, alors d'abord, il faut vous dire que ces chiffres, il va y avoir pas une averse de chiffres, mais une tornade de chiffres, il faut les prendre avec humilité et audace. D'abord, humilité parce qu'il est complètement farfelu de vous dire aujourd'hui que le gouvernement du Québec et tous ses partenaires vont réussir à influer la balance commerciale brute. Ce serait pouvoir contrôler le prix des richesses naturelles, des métaux, le taux de croissance en Chine ou aux États-Unis ou le prix du baril de pétrole. Non, nous n'avons pas cette prétention. Ce que nous pouvons contrôler, c'est les résultats que l'accompagnement de nos entreprises va avoir, les résultats que nous allons voir grâce à notre action. Et quand nous disons que notre politique commerciale va donner 940 millions de ventes à l'exportation, de ventes fermes, c'est ce que nous pouvons contrôler et que 6 000 emplois seront créés d'ici 2017. Ce plan est le vôtre autant que celui du gouvernement parce que, comme l'a dit Simon Prévost, vous avez été largement consultés. Alors vont apparaître un certain nombre de logos, la liste des partenaires, la liste des ministères, des entreprises, des associations sectorielles, organismes actifs à l'exportation qui ont contribué à cette vaste consultation dont l'ampleur est sans précédent. Alors, on les voit passer. Ça, c'est dans l'univers gouvernemental. Grâce à ces efforts, lesquels ont été chapeautés avec beaucoup de sérieux et de diligence par Export Québec, avec la coopération d'un grand nombre de partenaires sur tout le territoire québécois que vous voyez s'afficher l'un après l'autre, et on est certain d'en avoir oublié. On a travaillé tard hier soir. Mon équipe, moi je suis allé à la DISC, mais il fallait bien que je représente le gouvernement. Mais l'équipe a travaillé très fort pour n'oublier personne, mais on est quand même certain d'en avoir oublié. Alors, lorsqu'on refera ce discours l'an prochain, je vais m'assurer que tout le monde y soit. Alors, ce qui est important de voir dans cette avalanche de sigles, c'est d'abord l'immensité des partenariats existants sur le territoire québécois pour aider l'exportation, le commerce extérieur, et aussi la tâche énorme que les gens du commerce extérieur ont faite pour bien arrimer la totalité de ces partenaires pour une même politique. En gros, nous mettons aujourd'hui de l'avant la plus grande approche concertée jamais imaginée au Québec pour engager des actions concrètes, mieux ciblées et plus efficaces. Alors, le plan de développement du commerce extérieur servira de coup d'accélérateur à l'exportation québécoise. Ces 82 millions vont nous permettre d'aider les entreprises qui souhaitent se tourner vers l'exportation, tout comme va nous aider à donner un élan à celles qui sont déjà parties à la conquête des marchés étrangers. C'est un effet financier, un outil essentiel. D'abord, le programme exportation. Vous savez, le programme exportation, c'est celui où des entreprises demandent au commerce extérieur des sommes pour les aider dans des démarches spécifiques de présence sur les marchés. Le programme était tellement
populaire qu'il a été vidé de ses sous prématurément. Alors, nous remettons de l'essence dans le réservoir à hauteur de 60 millions, c'est le soutien direct. Et on ajoute 22 millions pour bonifier nos services d'accompagnement des entreprises exportatrices. À l'intérieur de cette somme, 12 millions consacrés aux initiatives liées à l'électrification des transports et à l'exportation des produits innovants. 1,5 million serviront à soutenir des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur des marchés étrangers. 7 millions seront dédiés à coordonner les services et les outils pour faciliter l'accès aux services à l'étranger. 7 millions seront investis dans toutes les régions du Québec, la métropole et la capitale pour renforcer la force d'accompagnement des ORPEX, les organismes régionaux de promotion des exportations, très souvent à l'intérieur des chambres de commerce, mais dans d'autres organismes aussi, qui sont actifs au Québec dans nos secteurs d'excellence comme les mines, l'aérospatiale, la recherche, l'innovation, l'électrification des transports, la culture, les énergies vertes et oui, le vêtement. On m'a dit, n'oublie pas de dire le vêtement, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est fait à Montréal. Voilà. Et comme je suis de Tetrian Mines, je vais placer tout de suite ce que j'ai à vous dire sur les mines, un grand sujet qui nous préoccupe tous. L'ORPEX 48e Nord, qui a développé une expertise dans le secteur minier et avec qui nos fréquents échanges permettent de bien cibler les besoins des entreprises dans ce secteur spécifique, est un bon exemple. En Afrique, j'ai été, et je le dis ici devant des représentants métropolitains qui représentent cette locomotive essentielle qu'il faut accélérer. Et je dois vous dire que moi, de Thetford, mais montréalais depuis des décennies, j'ai été soufflé de voir dans les missions à l'étranger la compétence, la littératie internationale des entreprises et des institutions régionales qui nous accompagnaient. Ils ne venaient pas en éclaireurs, ils étaient déjà là, dans les mines en particulier, dans les équipements. Le cégep d'Abitibi-Témiscamingue, pour citer celui-là, mais je pourrais parler de celui de Trois-Rivières ou de l'Institut maritime de Rimouski, sont des acteurs internationaux. Alors, pour revenir à l'ORPEX 48e Nord, bon, vous le savez, le secteur minier constitue un pilier du développement économique du Québec. La filière représente 2,7 du PIB du Québec, 25 des exportations, plusieurs dizaines de milliers d'emplois en région et dans la métropole. Ces entreprises possèdent des compétences de classe internationale, plus de 2500 fournisseurs d'équipements miniers pourront mettre en valeur l'expertise québécoise de manière encore plus importante, et je le dis pour les mines, et je pourrais le décliner pour chacun des secteurs d'excellence du Québec, et ils le sont presque tous. Vous savez, le seul secteur, peut-être pas le seul, mais le principal secteur qui n'a pas atteint sa maturité pour pouvoir se projeter à l'international, c'est le secteur de la construction. Pas le génie, la construction. Et là, dans cet extraordinaire travail d'assainissement que nous sommes en train de faire, l'étape suivante doit être celle de faire en sorte que notre industrie de la construction devienne un modèle et s'exporte. Le gouvernement du Québec est déjà actif dans le soutien à l'exportation de tous les secteurs. Mais avec l'introduction du plan, nous prévoyons d'ici 2017 faire la différence suivante. Je l'ai dit, nos ventes fermes à l'exportation passeront de 690 à 940 millions. Plus de 2000 emplois de plus seront créés, donc on passera de 4000 avec notre action actuelle à 6000 avec ce que j'annonce aujourd'hui. 300 entreprises à fort potentiel de croissance, les bientôt fameuses gazelles, bénéficieront d'un accompagnement adapté sur les marchés internationaux. 600 entreprises de plus pourront bénéficier des services d'accompagnement dans les régions du Québec, la métropole et la capitale via les ORPEX pour un total de 4000 accompagnements. Environ 50 nouvelles entreprises de plus pourront participer à des missions commerciales pour porter le total annuel à 500 entreprises. Vous rendez-vous compte que chaque année, 500 entreprises parcourent la planète grâce à l'accompagnement du gouvernement du Québec, sans compter toutes celles qui le font toutes seules. C'est considérable. Nous augmentons de 50, c'est-à-dire de 10 %, et surtout, nous prévoyons que 1000 nouvelles entreprises devraient se lancer dans l'aventure de l'exportation grâce à notre soutien. Il y en a en ce moment environ 9000. Tout cela dans le cadre du plan que je vous présente aujourd'hui. Encore mieux,
si on fait converger l'ensemble des sommes injectées par les principaux ministères et organismes concernés par le commerce extérieur, on permettra la réalisation de projets qui représentent plus de 3,5 milliards de dollars sur 3 ans. Bon, alors je me tourne vers la table des journalistes. Je n'annonce pas un investissement de 3,5 milliards aujourd'hui. Non, j'annonce 82 millions. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce chiffre-là? C'est pour vous dire comment la combinaison de l'ensemble des actions gouvernementales, Investissement Québec, pour beaucoup, le ministère des Finances, le ministère de la Politique industrielle, la culture, l'agriculture, le tourisme, pour la première fois, on les a mis autour d'une table et on a dit, voici ce que vous mettez, eh bien, on va faire en sorte que sa force de frappe soit décuplée, car on va mieux l'organiser. Qu'est-ce que ça va donner de plus? Trop tôt pour le dire. Stay tuned. Le plan de développement du commerce extérieur repose sur 4 grandes orientations. Simplifier et faciliter l'accès aux services et aux marchés, préparer les entreprises en amont du développement de marché, appuyer les entreprises à l'étranger, promouvoir les forces du Québec. Bon, on me demandait ce matin, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est vendre davantage de produits et de services à l'étranger. C'est ça l'objectif. Okay? Alors, ça veut dire réduire le déficit commercial du Québec, augmenter les exportations, réduire l'importation de pétrole. On va le faire en consolidant nos marchés traditionnels, développant de nouveaux marchés, préparant une nouvelle cohorte d'exportateurs et en soutenant nos exportateurs chevronnés. On l'a dit, le pétrole nous coûte cher et est le facteur principal du déséquilibre de notre balance commerciale. Mais regardez un peu ce graphique. On voit en bleu le solde commercial en incluant le pétrole et en vert, on a choisi à dessein la couleur verte, en excluant le pétrole. Et donc, vous voyez qu'on est en passe, à partir de 2010 jusqu'à janvier à août de cette année, on est en passe de retrouver l'équilibre commercial hors pétrole. Équilibre commercial hors pétrole. Ce sera le premier jalon de notre succès. Dans un mois à venir, peut-être cette année, peut-être au début de l'an prochain, on pourra dire nous avons une balance commerciale équilibrée hors pétrole et ensuite excédentaire hors pétrole. C'est aussi pourquoi notre gouvernement a choisi d'investir dans les énergies vertes, l'électrification des transports, dans le bâtiment vert, pour réduire notre empreinte carbone et nos importations de pétrole. Et si, en plus, on pouvait produire chez nous un certain nombre de dizaines de milliers ou de millions de barils de pétrole, évidemment, ça nous aiderait beaucoup dans la suite de ce graphique. Et, pour utiliser une expression de hockey, enfin, le baril roulerait pour nous. Le plan de développement du commerce extérieur vient d'ailleurs s'inscrire, et Simon Prévost l'a dit tout à l'heure, dans la continuité, dans le continuum de la politique de recherche et d'innovation et de la politique industrielle. Alors, vous voyez, sur cette flèche, il y a un processus politique nationale de recherche et d'innovation, politique industrielle, plan de développement du commerce extérieur. Et effectivement, pour la première fois, la politique priorité emploi du gouvernement Marois va faire en sorte d'aborder les entreprises dans la totalité de leur processus, les aider en recherche et innovation, les aider en politique industrielle et les aider en commerce extérieur. Et donc, le diagnostic que nous allons faire avec les ORPEX et les instruments mis de l'avant par la politique industrielle, le diagnostic par entreprise va faire en sorte d'accompagner le développement de toutes les entreprises, et en particulier des gazelles, dans ce continuum de croissance locale et de croissance internationale. L'intégration des préoccupations du chantier de l'électrification des transports font également partie du plan. Nos entreprises sont actives dans la fabrication de piles de grande capacité et les matériaux qui les composent, la motorisation électrique, les matériaux légers et les bornes de recharge. Nous fabriquons déjà des voitures de métro électriques, des autobus hybrides et des véhicules électriques à basse vitesse. En petite série, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons permettre à cette filière de s'épanouir pleinement, que ce soit via l'accompagnement des gazelles ou en organisant des missions spécialisées pour promouvoir nos découvertes ou observer ce qui se fait ailleurs, comme
la mission à laquelle Daniel Breton et moi avons participé en juin dernier en Allemagne, nous allons contribuer aux efforts de rayonnement de cette initiative qui a l'envergure de la créativité québécoise. Nous serons à l'affût des meilleures opportunités pour nos entreprises en matière d'électrification, comme nous nous faisons un devoir de cibler les meilleures occasions et marchés pour les autres secteurs. Alors, soyons précis. Regardons nos cibles. Nous voulons hausser nos exportations sur les marchés matures, Canada, États-Unis, de 10 % sur 3 ans, d'ici 2017, et en Europe également. Et une des choses que mon père m'avait apprises, c'est que dans le commerce, il y a le client que tu as et le client que tu veux avoir. Et il faut beaucoup se préoccuper du client que tu as. Et le client que tu as, c'est le Canada anglais, les États-Unis et le Mexique. Et il n'est pas question, parce qu'on parle d'ouvrir de nouveaux territoires, d'abandonner les territoires sur lesquels nous sommes présents. Les États-Unis continuent d'être la principale destination de nos exportations et la principale source de croissance de leur valeur. Notre voisin a absorbé, depuis la crise de 2008, 60 % de la croissance de nos exportations. Des gains additionnels sont possibles dans les marchés en forte croissance comme le Texas, dans des secteurs prometteurs comme les technologies vertes ou en s'insérant mieux dans les chaînes de valeur et les marchés publics. Nous allons continuer à cibler, identifier, développer notre connaissance de ces marchés et à y accompagner nos entreprises. Parmi les moyens, retenons par exemple la réalisation de séminaires destinés aux nouveaux exportateurs qui présentent les occasions d'affaires de proximité et des outils de préparation à l'exportation. L'Europe. Alors, comme chacun sait, en Europe, nous ne prévoyons pas une augmentation forte de la demande intérieure au cours des 10 prochaines années. Au mieux, ce sera une croissance molle. Comment pouvons-nous prétendre à augmenter nos ventes de 10 %? C'est parce que, et je salue l'initiative du premier ministre Jean Charest, qui a été le meilleur avocat pour lancer cet extraordinaire accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, c'est parce que nous avons forcé cette porte. Et nous l'avons forcée par la raison politique et la raison économique. Il n'y avait aucune raison que cet accord existe avant celle des États-Unis ou avant d'autres. La seule raison, c'est que l'économie québécoise est davantage tournée vers l'Europe que l'économie du reste du Canada et que l'économie américaine, et que nous avons des amis en Europe auxquels nous avons pu dire « nous voulons de cet accord » et que nous avons été très insistants et que vous tous avez été des ambassadeurs et des lobbyistes en faveur de cet accord et qu'il s'est trouvé, évidemment, l'intérêt européen de dire pourquoi ne pas essayer avec eux. On verra bien si ça nous donne des précédents pour le vrai gâteau, selon eux, les États-Unis d'Amérique. Eh bien, nous avons réussi. Et ce que ça signifie, c'est que lorsque nous aurons tous les textes, lorsque nous aurons fait notre débat public, notre commission parlementaire, et que nous l'adopterons, et que nous aurons eu d'Ottawa des garanties irréfragables de compensation pour nos producteurs laitiers et fromagers, parce que ce n'était pas notre idée de donner ça dans le pot, et que si nous avions été souverains, nous n'aurions pas fait cette concession en échange de vente de bœufs albertains, des bœufs qu'on n'a jamais rencontrés, dont on ne connaît pas le nom. Alors, mais voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, lorsque nous aurons cela, et nous l'aurons, nous pourrons, le jour de la mise en œuvre de cet accord, bénéficier pour nos entreprises d'une élimination immédiate, dans presque tous les cas, de tarifs de douane à l'entrée qui vont de 6 à 14 % sur un très grand nombre de produits qui vont de l'aluminium au sirop d'érable à la motoneige. Vous pouvez l'imaginer, c'est dans la liste. Ce qui signifie que le plan de commerce extérieur va dégager des sommes particulières pour faire un blitz d'occupation du territoire commercial européen pour pouvoir occuper à plein cet espace compétitif supérieur que ni les Américains, ni les Chinois, ni les Indiens n'ont sur le marché européen. Donc, nous allons occuper ce terrain et c'est ainsi que nous allons augmenter notre présence. L'autre grand avantage, c'est la certification pour nos produits que l'entente nous permettra d'avoir. Encore un avantage comparatif sur les États-Unis.
Et troisièmement, la mobilité du personnel à l'intérieur des entreprises transnationales. Lorsqu'une entreprise transnationale montréalaise met en compétition sa filiale américaine ou sa filiale, disons une entreprise européenne, prenons Ubisoft au hasard. Alors, Ubisoft est à Montréal, veut développer un nouveau produit, met en compétition ses studios américains ou ailleurs. Et pour développer ce nouveau produit, il faudra qu'Ubisoft France nous envoie des techniciens pour 1 mois, 3 mois, 2 mois. L'accord en ce moment, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, la question des visas pour ces travailleurs temporaires qualifiés. Avec l'accord, nous avons prévu des mécanismes de mobilité de la main-d'œuvre qui vont rendre ça facile, ce que Ubisoft Montréal pourra dire, mais ce qu'Ubisoft États-Unis ne pourra pas dire, et c'est très bien comme ça. Et ceux qui s'inquiètent de la négociation de l'accord commercial Europe-États-Unis, avec une date qui se sont fixées d'avant novembre de l'an prochain, n'en croyez pas un mot. Ça n'arrivera pas, ça va prendre au moins 5 ou 6 ans si ça arrive. Donc, on peut mettre beaucoup de nos œufs dans ce panier-là avant que les Américains ne nous rattrapent. Alors, voilà pour l'Europe. Alors, en Europe, le gouvernement du Québec est sur les places d'affaires européennes depuis un demi-siècle. Bruxelles, Paris, Londres, Stockholm, Munich, Berlin, Rome, Milan, Barcelone, où il travaille des équipes multilingues et expérimentées. Le BRIC. Alors, entre 2009 et 2012, près de 40%. Alors, je vous ai dit, depuis la crise, on a quand même augmenté nos exportations. Ça nous a fait très mal et on est sur le chemin du retour. L'augmentation de nos exportations s'est faite pour 60% sur notre marché principal, les États-Unis. Mais 40% de nos exportations se sont faites, de cette croissance, se sont faites sur des marchés où nous étions très peu présents. Et donc, sur des marchés où il faut être présent et sur lesquels les potentiels de croissance sont très grands. Alors, Mexique, Brésil, Russie, Inde, Chine, nous avons réussi, et si nous n'avions pas fait cette diversification ces dernières décennies, nous serions en bien pire posture commercialement et économiquement que nous ne le sommes maintenant. Nous avons fait collectivement les bons choix, il faut continuer à les faire. Alors, nous voulons, là, augmenter de 15% notre présence commerciale d'ici 2017. Nous allons présenter des fournisseurs québécois à Marco Polo, un important fabricant d'autobus au Brésil. La Chine est notre deuxième client et deuxième fournisseur. La valeur de nos exportations y a plus que quadruplé en 10 ans. Nonobstant de vertigineux défis, l'urbanisation rapide et la croissance de la demande intérieure de ce qui, à terme, deviendra la première économie mondiale devraient continuer de favoriser nos exportations. Alors, j'y étais pendant une semaine à Beijing et à Shanghai, et encore là, je dois vous dire que j'ai été soufflé de la présence, par exemple, de notre industrie du bâtiment vert dans les lieux de pouvoir chinois sur ce qui va se passer demain. Celui qui aide le comité de Shanghai sur le code du bâtiment vert est un architecte de Montréal. Et la personne qui est en train d'obtenir un contrat pour 3 écoquartiers de bâtiments verts dans la ville de Dalian, c'est une entreprise québécoise de la région des Bois-Francs. Alors, je ne le soupçonnais pas, mais il y a déjà, nous précède, une réputation d'expertise. Évidemment, ce qu'il nous faut, c'est un lien aérien direct Beijing-Montréal et Beijing-Shanghai. Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Alors, on travaille très fort là-dessus. J'en ai parlé tous les jours à Shanghai, à Beijing. J'en ai parlé à l'ambassadeur canadien, j'en ai parlé à John Baird. Et ceux d'entre vous qui parlent plus souvent que nous aux responsables fédéraux, moi j'ai un excellent rapport avec mes ministres homologues, John Baird et Ed Fast, mais quand même, dites-leur que c'est une priorité. Et comme ils invitent le premier ministre chinois et le président chinois à venir à la conférence de Montréal l'an prochain, je vous annonce qu'on les invite, je ne vous annonce pas qu'ils ont dit oui. Ce serait quand même extraordinaire qu'ils viennent sur le vol inaugural de la liaison Beijing-Montréal, n'est-ce pas? Alors, passez le message à vos amis conservateurs. D'ailleurs, j'aime dire qu'à travers les années, on travaille avec des responsables chinois dans des villes comme Shanghai, jumelées à Montréal, et dans des régions comme le Shandong, etc. Et petit à petit, ces gens-là grimpent dans les réseaux. Et en ce moment, au bureau politique
du Parti communiste chinois, donc le lieu du pouvoir réel, sur 8 membres, il y en a 3 qui connaissent le Québec et qui ont interagi avec le Québec et qui sont bien disposés avec le Québec. 3 sur 8, c'est plus que la proportion semblable au sein du gouvernement conservateur. Je suis désolé de le dire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors, un accord de négociation entre le Canada et l'Inde est en voie de négociation. Un accord de libre-échange entre le Canada et l'Inde est en voie de négociation. La croissance annuelle moyenne de nos exportations vers l'Inde est très forte, vers la Russie et le Brésil, respectivement de 21 % et de 15 % au cours des 10 dernières années, et nos exportations vers le Mexique ont triplé. Alors, vous voyez, il n'est pas question de choisir. On ne va pas choisir, on va maximiser. Alors, évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de l'Afrique, où je suis allé récemment accompagné de plus de 100 représentants d'entreprises et d'institutions québécoises. Ceux qui étaient avec moi, levez la main. Est-ce qu'il y en a un certain nombre? Oui? Vous êtes tous revenus? Très bien. Est-ce que vous avez signé des contrats depuis? Parce que là, on suit ça de près, parce que la première ministre va aller en Afrique là, en novembre de l'an prochain, puis si on ne lui montre pas des résultats, ça va mal aller à chat. OK? Je compte sur vous. Enfin, le Canada participe aux négociations du partenariat transpacifique, qui sera vraisemblablement un jour la plus grande zone de libre-échange au monde, et nous continuons à insister, comme nous l'avons fait dans la négociation de l'accord de libre-échange avec l'Europe, pour une présence forte du Québec et de ses négociateurs à l'intérieur de la définition des objectifs et des négociations en cours. Je pense que pour l'essentiel, ça nous a beaucoup servi et on verrait mal pourquoi ça ne serait pas reproduit dans les autres négociations. Alors, je ne sais pas si vous aimez les compliments, mais moi, tout bien considéré, même si j'ai choisi la politique, ce n'est pas le lieu où on en a le plus, je veux dire, généralement, dans la vie, je suis plutôt pour. Et comme je suis ministre des Relations internationales et du Commerce extérieur, j'en reçois beaucoup pour la qualité de l'action de nos services à l'étranger et au Québec. Et cette semaine, les chefs de poste sont avec nous. Alors, je vais leur demander de se lever avec les directeurs de région au sein du ministère. Donc, nos chefs de poste à l'étranger et les directeurs régionaux, ceux qui me font arriver plein de compliments sur leur travail, aidez-moi à les récompenser avec vos applaudissements. Alors, sur cet acétate, on est censé voir nos bureaux à l'étranger. Voilà. Et sur l'acétate suivante, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Le réseau d'incubateurs Expansion Québec. Je vous en ai déjà parlé, mais je pense que ça ne s'imprime pas suffisamment ce qui est en train de se passer pour le Québec à l'étranger. Ce qu'on voit maintenant, ce sont les villes dans lesquelles notre partenaire de Rhône-Alpes, ERAI, a déjà installé ses incubateurs d'installation d'entreprises, c'est-à-dire des endroits où des entreprises intéressées à percer un marché, trouver des partenaires, trouver des acheteurs, ces entreprises peuvent louer un espace pour 3 mois, 6 mois, un espace déjà aménagé avec le téléphone, l'ordinateur, la secrétaire, la salle de conférence, et le consultant ou la consultante validé par nous ou par nos collègues d'ERAI pour leur permettre, d'à moindre coût, de baisser leur niveau de risque et de difficulté pour tenter l'aventure internationale. Évidemment, ERAI nous a permis d'aller dans ces locaux parce qu'en échange, on a promis d'en ouvrir de nouveaux. Alors, voici les nouveaux qu'on va ouvrir. Alors, déjà, New York est ouvert. San Mateo, bientôt, est déjà ouvert. On ne l'a pas ouvert officiellement. En Californie, Sao Paulo, qu'on va ouvrir officiellement. En Afrique, j'ai ouvert Dakar et Ouagadougou. On a réouvert dans des nouveaux locaux avec ERAI. Et il y en a plusieurs autres que nous allons annoncer au cours des 2 années qui viennent. Et ça, imaginez ce que ça signifie. Ça signifie que les entreprises québécoises ont accès à 40 places d'affaires internationales dans le monde où ils peuvent aller pour quelques mois pour voir si ça va marcher pour eux, l'exportation ou l'investissement, l'installation ou la recherche de partenaires. Aucune autre nation du G7 ou du G20 ou du G195
n'a accès à un tel réseau. Alors, j'en remercie ERAI pour l'avoir inventé. J'en salue les gens d'Export Québec et les gens d'Expansion Québec pour avoir négocié cette entente. Déjà, des entreprises sont à Shanghai, à New York, à San Mateo et à Sao Paulo pour utiliser cet extraordinaire outil. Et il va aussi donner des résultats, c'est certain. Bon, on a parlé de nos grandes cibles, de nos grands objectifs, mais je vous ai dit aussi que la clé, c'est que l'entreprise puisse savoir où aller et ait une intelligence plus fine sur ses perspectives de croissance. Alors, je vous donne aujourd'hui en primeur ce qui sera sous peu, on y travaille encore, sur le site du ministère des Relations internationales et du Commerce extérieur, c'est-à-dire l'outil qui permettra aux entreprises québécoises de mieux tenter l'aventure internationale. Alors, donc, on va cliquer, l'entreprise est là, elle va cliquer et elle va revenir en arrière, elle va aller en avant, elle va changer de... Bon. Et là, elle va dire, OK, je vais cliquer pour vrai, et là, je vais trouver mon secteur à moi. Mon secteur à moi, c'est ici, jeux vidéo. Très bien. Alors là, il est dans la fiche sectorielle de jeux vidéo, et on ne va pas lui dire, ce serait une bonne idée d'aller dans 195 pays. On va d'abord vous donner à l'entreprise, je les tutoie déjà, je les connais, je les aime bien, non seulement une fiche secteur, mais on va dire, d'après nous, ce n'est pas dans 195 pays qu'il faut aller. C'est dans ces pays-là que nous avons identifiés, où parfois il y a des marchés qui sont matures, parfois il y a des niches, et voici là où la croissance est la plus probable. Et là, on va cliquer sur ce marché-là, et là, on va voir spécifiquement une fiche sur l'état et les occasions d'affaires dans le marché spécifique. Alors, est-ce que ça va être sur le site Internet pour toutes les entreprises du monde? Vous voulez rire de moi. On n'a pas développé cet outil très précis pour que nos compétiteurs en bénéficient. Non. Alors, les entreprises québécoises qui sont engagées avec le commerce extérieur auront leur code, leur profil client et pourront avoir accès à ce service. Évidemment, il y aura aussi pour l'entreprise québécoise la capacité d'accéder à son dossier client en ligne, avoir l'historique de ses demandes d'aide financière et où c'est rendu, comme sur FedEx, on va savoir où c'est rendu. Et si ce n'est pas rendu assez loin, le numéro de téléphone du fonctionnaire qu'il faut appeler pour que ça aille plus vite. Ça, j'ajoute ça immédiatement à Alain, tu prends des notes. Okay. Procéder en ligne à son inscription aux événements, formations, son inscription aux missions, séminaires proposés par Export Québec, en plus d'accéder à une banque de données pouvant faciliter le maillage entre les entreprises québécoises et les entreprises étrangères selon leur secteur d'activité. Voilà ce qu'il y aura d'ici quelques mois à la disposition de nos entrepreneurs. Alors ça, ce sont des outils. Mais il y a quelque chose de très important dans une entreprise comme dans une nation, c'est la réputation. Cette intangible idée qu'on pense du bien ou du mal de vous. Alors, tout le gouvernement et le ministère des Relations internationales vont faire en sorte, avec vous, de positionner le Québec comme un chef de file en énergie verte, en bâtiment vert, en marché du carbone, tout ce qui consiste à mettre la planète au diapason du grand enjeu du 21e siècle. Chef de file en créativité et innovation, en particulier la métropole, chef de file en économie sociale et solidaire, et là, c'est une liste courte, parce que je pourrais mentionner le vêtement, finalement, et bien d'autres choses. Les entreprises qui exportent, vous le savez. Ah oui, ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand on dit c'est investir dans le Québec, les missions que nous menons depuis un an, la première ministre et moi, et des ministres sectoriels, les fonctionnaires appellent ça des missions multisectorielles. Moi, j'appelle ça des missions plurielles, parce qu'il y a une prédominance d'entrepreneurs de la métropole, la capitale, des régions. Il y a des institutions de savoir, l'ENAP, des institutions gouvernementales, le directeur général des élections. Il y a des coopératives, des organisations de coopération internationale qui font de l'aide humanitaire dans des pays du Sud. Il y a même parfois des syndicats. Oui, Michel, des syndicats. Oui, Simon.
j'amène des syndicats. Et 2 fois en Afrique, avec le ministre du Travail local, des syndicats locaux, des représentants du patronat et les syndicats québécois, on a discuté de ce qu'on avait fait, nous, en équité salariale, en santé et sécurité au travail, en fonds d'investissement des travailleurs. Et les ministres étrangers nous écoutent de façon très intéressante, et d'autant plus qu'ils voient le ministre, l'entreprise et le syndicat dans la même mission dire « on peut s'entendre pour faire ça, et c'est de la qualité de vie pour tous ». Et lorsqu'on fait ces missions plurielles, ce sont des missions où ce ne sont pas des prédateurs capitalistes qui viennent, c'est la société québécoise qui vient pour être partenaire à tous les étages de la société, à l'étage politique, à l'étage économique, à l'étage de la société civile. Et c'est un message très québécois et c'est un message qui est très fructueux dans la tonalité de notre présence internationale. Et en plus, ça permet, pendant la mission, à des entrepreneurs de jaser avec les syndicats puis de jaser avec les organisations de la société civile dans un contexte qui n'est pas un contexte d'opposition ou de conflit. Et c'est très bien ainsi. Je pense que je vais avoir autre chose ici. Où est-ce qu'on va? Ah, on va à la fin, mais moi, je n'ai pas fini. Parce qu'il y a une autre chose qui est très importante dans la projection internationale du Québec, et c'est l'intégrité. Et nos entreprises ont été, en beaucoup de cas, des fleurons de l'intégrité et, en certains cas, des délinquants de l'intégrité. On va se dire les vraies affaires. Je ne dis jamais ça, mais maintenant, dans l'imitation que Pierre Brassard fait de moi, il me fait toujours dire, on va se dire les vraies affaires, donc je vais ajuster l'imitation avec l'autorité. Alors, on va se dire les vraies affaires. Oui, ça nuit à la réputation internationale, les problèmes d'intégrité à Montréal, à Gatineau et à Québec. Hey, c'est-tu pas triste, hein, même à Québec, ils ont eu des problèmes de corruption et de collusion. C'est terrible, c'est terrible. On est très empathique, très empathique. Mais aussi sur des marchés internationaux. Et comme vous le savez, la loi 1 sur l'intégrité fait en sorte que si une entreprise québécoise est reconnue coupable de délit d'intégrité à l'étranger, elle n'aura pas son vade-mecum de l'autorité des marchés financiers. Et c'est très bien ainsi. Et moi, j'ai indiqué que les entreprises qui allaient nous accompagner dans les missions à l'étranger, à mesure que l'AMF va remettre ses certificats, bien, on va réclamer le certificat pour qu'elles soient présentes. Et celles qui n'auront pas reçu leur certificat, on va leur dire, mais continuez à travailler pour l'avoir, parce que pour l'instant, vous ne l'aurez pas. Vous ne serez pas avec nous. Nous allons être intraitables sur cette question de l'intégrité. Intraitables. Et d'ailleurs, j'ai demandé, et je vous annonce aujourd'hui, vous savez qu'il y a une norme du Bureau des normes du Québec sur la responsabilité sociale des entreprises qui existe déjà. Et nous allons faire en sorte que sur quelques années, nous allons inviter les entreprises québécoises à intégrer cette norme, à y adhérer. Et à terme, on dira, mais si vous voulez venir dans les missions, avoir le service du commerce extérieur, vous devrez démontrer que vous avez adopté cette norme. Voilà vers où on s'en va. Parce que notre message et notre réputation à l'étranger doit en être une d'intégrité, de créativité et de convivialité. Alors, vous savez aussi que les entreprises qui exportent sont généralement plus efficaces, plus innovantes, plus concurrentielles. Ces entreprises savent aujourd'hui qu'elles ont plus que jamais l'appui du gouvernement du Québec et de son réseau à l'étranger, ainsi que celui des partenaires sectoriels, associatifs et régionaux. L'État table sur l'expérience, sur votre expérience, l'expérience de ses partenaires, puise dans le savoir collectif des entrepreneurs. Et comme fils d'entrepreneurs québécois, ce qui signifie quelqu'un à la fois d'audacieux, de pragmatique et de convivial, je sais une chose avec certitude. Tabler sur l'esprit entrepreneurial québécois, économique, social, culturel ou autre, ici et dans le monde, c'est tabler sur une certitude de réussite. Merci beaucoup.